ici, la BPM, elle a organisé cette soirée débat table ronde. Donc, elle a invité les 4 présidents de partis. Donc, l'objectif était de débattre sur 2 thématiques. Premièrement, la thématique de la finance islamique, ou comment faire en sorte qu'au niveau juridique, on puisse créer un environnement propice par des groupes de travail pour pouvoir développer la finance islamique en Belgique. Et également, la deuxième thématique, donc, qui est pour les accommodements raisonnables, ou comment pouvoir changer la législation ou pouvoir mesurer la discrimination qui a lieu. Et donc, la BPM a invité les 4 représentants de partis, donc le président, qui ont accepté l'invitation pour pouvoir discuter et débattre par rapport à ces points-là. Et je trouve que le débat était très intéressant, dans le sens où les partis politiques ont donné leur avis par rapport à leur programme, par rapport à que certains étaient pour le développement de groupes de travail et d'aller plus loin dans le traitement de la question. Donc moi je trouve que c'est très très positif comme réunion de travail. Ensuite, il y a eu les questions et réponses où chacun a pu approfondir la question évidemment brûlante d'actualité qui est le port du voile. Et là, je trouve que la réponse des partis était significative puisque certains avaient une position très claire et très engagée, d'autres étaient un petit peu moins favorables. Donc vraiment très intéressant comme débat. Aborder ce qu'on appelle aujourd'hui le phénomène de la finance islamique. Alors pour en parler, je dirais qu'il y a ceux qui, depuis assez longtemps, ont vu l'opportunité de cette nouvelle finance, tantôt dite islamique, mais aussi alternative ou participative. Et puis il y a ceux qui ne l'ont découverte que lors de la dernière crise, la crise que nous vivons toujours. Il y a eu des préjugés auparavant et de fausses idées sur la question qui a fait que certains ne l'ont découverte qu'aujourd'hui. Alors oui, certes, la crise financière a mis en avant une finance dite plus stable, n'ayant pas certains travers de la finance conventionnelle, et des fondamentaux très proches de l'économie rêvée, à savoir une économie réelle, non déconnectée de la sphère financière. La finance dite islamique, c'est aujourd'hui près de 1 000 milliards d'actifs à travers le monde et un taux de croissance assez impressionnant sur les 6 dernières années de 25%, le taux le plus important de l'industrie financière conventionnelle et islamique confondue, mais quand même un taux réduit aujourd'hui avec la crise à 15%, ce qui est quand même pas mal dans les conditions actuelles. Alors ce chiffre ne constituerait, d'après les experts, notamment Standard & Poor's, que 20% du potentiel global au niveau international, qui constituerait 4 trillions de dollars. Ce chiffre pourrait être atteint, d'après les dernières estimations, dans les 5 à 10 prochaines années à venir. Alors aujourd'hui présente dans près de 80 pays, la liste s'allonge chaque jour avec de plus en plus des pays du Nord, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, des pays comme les États-Unis, le Canada, l'Australie, Singapour, le Japon notamment, et bien sûr l'Angleterre et depuis peu la France, comme nous allons le voir. Alors, pour parler de finance islamique aussi, quelques mots pour dire de quoi il s'agit. Alors d'habitude, on présente 5 principes à cette finance, et celui qu'on connaît le plus et que vous connaissez certainement est celui de l'interdiction de traiter avec le taux d'intérêt dans les opérations financières. Jamais de pur prêt en islam et pas de l'argent pour de l'argent, donc pas de commerce de l'argent. Alors il s'agit d'une finance assez simple, somme toute, évitant les complexités non nécessaires, et classée comme finance éthique et aussi responsable, donc pas de spéculation inutile ou d'incertitude trompeuse. Alors partageant le fruit positif ou négatif de l'association du capital et du travail, c'est-à-dire la rémunération du bailleur de fonds dépend de la performance de l'actif financé ou du résultat de l'entreprise. Le partage aussi du risque, plutôt que de le renvoyer à d'autres, et vous voyez ce que je veux dire en faisant référence à la crise de ce prime qui a eu pour origine justement ce transfert irresponsable du risque. Donc une finance plutôt basée sur la participation, dit en anglais equity-based plutôt que l'endettement debt-based. Et donc un encouragement pour l'investissement
à long terme. Mais une des plus belles choses de la finance islamique reste le fait qu'elle est toujours liée à un actif tangible, à savoir on ne finance toujours que quelque chose de productif, un actif ou un service. On parle d'actifs adossés. Alors cette description nous indique donc qu'on est en présence d'une autre forme de finance et somme toute complémentaire à la finance conventionnelle. D'ailleurs, la frontière est-elle aussi grande? Certainement pas. Les produits conventionnels sont très apparentés à la finance islamique et cela nous rappelle l'histoire des musulmans et de l'Europe. Ces histoires n'ont-elles pas été mêlées? Rappelons le chiffre, le chèque, la lettre de change ou le commenda, tous des termes qui nous sont aujourd'hui familiers et qui proviennent de l'histoire du monde musulman. On est donc loin d'une finance dite religieuse. La finance islamique, même si elle est inspirée aujourd'hui par les musulmans à partir de leurs convictions, elle s'adresse à tous. Il n'y a pas de sacralité en finance islamique, et pour preuve, le Vatican même, aujourd'hui, demande à ce que l'on s'inspire de la finance islamique pour moraliser les déboires de celle conventionnelle. Alors, près de 10%, par exemple, des clients de la Banque islamique d'Angleterre, la première banque islamique en Europe, sont des non-musulmans. 75% des utilisateurs des actifs des banques islamiques malaisiennes sont des Chinois. Alors, on est donc bien là, en face d'une finance pour tous, une finance universelle. Alors mieux que cela, les travaux récents de Paris Europlace ont conclu que la finance islamique partage avec la finance conventionnelle de nombreuses racines, avec un rapprochement évident entre le droit musulman et le droit romain, et donc il n'y a pas lieu de chambarder une législation pour cela. Alors en quoi pourrait-elle nous intéresser en tant qu'Européens et également intéresser notre pays? Il y a d'abord bien sûr la présence des communautés musulmanes, estimées entre 15 et 20 millions en Europe, près de 6 millions en France et quelques 600 000 aujourd'hui en Belgique. Un marché donc pour les banques, mais aussi un intérêt pour ces personnes aussi. Alors la présence de cette communauté musulmane, aujourd'hui nous en avons quelques-uns ici, en tout cas des entrepreneurs qui devant vous sont à la recherche de solutions conformes à leurs principes. Et je ne citerai que deux petits exemples. Celui, par exemple, d'entrepreneurs à la tête de PME qui rencontrent énormément de difficultés pour trouver des financements conformes à leurs convictions. Et les exemples sont multiples et des solutions peuvent être développées pour soutenir ce secteur. Alors, l'ampleur de ce secteur, même si nous n'avons pas énormément de chiffres, mais une étude de 2007 dans la région flamande pour la Belgique indiquait que environ 5000 entrepreneurs d'origine turque et marocaine réalisaient un chiffre d'affaires d'à peu près 2 milliards d'euros, ce qui est quand même assez conséquent. Alors imaginez le potentiel si on pouvait développer des formules adéquates pour ces entrepreneurs. Un autre exemple est celui de l'accès à la propriété, avec les particuliers principalement, à la recherche, bien sûr, d'un financement adéquat pour acquérir un bien immobilier. Aujourd'hui, on estime, une étude que nous avons faite au Cercle d'études de recherche en économie islamique a indiqué que le taux de propriété de la population musulmane était d'environ 30%, ce qui est loin du taux national de 70%. Et les questions, en tout cas, une des raisons majeures invoquées par les particuliers pour ne pas avoir acquis un bien immobilier, reposait sur l'interdit du financement à intérêt. Donc il y a tout un enjeu en termes d'intégration, si on peut parler d'intégration réussie au niveau économique et social. Mais il y a certainement aussi un intérêt et des enjeux pour notre pays, nos régions et nos entreprises. Effectivement, des mesures attractives prises par notre pays pourront en effet attirer les investissements des liquidités du Moyen-Orient et redynamiser notre économie. Toute proportion gardée, le rapport récent de Paris Europlace ne titre-t-il pas 10 propositions pour collecter 100 milliards d'euros? L'État de Saxony-Anhalt en Allemagne a émis il y a quelques années, en 2005, un emprunt islamique, une obligation islamique d'une valeur de 100 millions d'euros. Il existe donc des précédents européens. Alors parlons brièvement de nos voisins, d'abord d'outre-Manche, l'Angleterre.
pour dire que pour lever ce que le gouverneur de la Banque d'Angleterre considérait comme étant une discrimination pour les citoyens musulmans britanniques, il engagea son pays sur le rail de la finance islamique. Gordon Brown, aujourd'hui Premier ministre, mais alors ministre des Finances, lui décidait de faire de Londres la principale place financière islamique. Mais déjà, Paris se pointe en disant « Paris, le nouveau hub de la finance islamique en Europe ». Alors, d'outre-Manche, passons à Autre-Quiévrain pour dire que la France, qui a longtemps été hésitante, aujourd'hui est résolue à damer le pion à Londres et rattraper son retard. Alors Paris décida il y a moins de 2 ans à s'ouvrir à la finance islamique et des pas très très importants avec le soutien des autorités aujourd'hui font qu'un retard important, du moins au niveau législatif, a été accompli en moins de 12 mois. En moins de 12 mois, des mesures importantes nécessaires ont été prises, ainsi que différentes initiatives comme un master de finance islamique à l'université de Strasbourg, pour ne citer que cela. Alors, ne dit-on pas que quand la France s'enrhume, la Belgique éternue, mais à peu de choses près, cela aurait pu être l'inverse. Oui, effectivement, la finance islamique n'est pas méconnue des banques belges. Certes, c'était il y a quelques années, du temps de la BBL et de la Générale de Banque, où toutes ces 2 banques pratiquaient la finance islamique au niveau international. Oui, notre pays n'a pas été indifférente. Outre ces initiatives privées, il y a eu une première enquête au niveau européen faite en Belgique, des colloques, ainsi nous avons eu un futur ministre malaisien qui a fait ses classes à la KUL avec un premier mémoire, un premier doctorat en 1982 sur la finance islamique. Alors, nous avons également à la tête de divisions internationales de banques comme la Deutsche Bank et une grande banque islamique au Moyen-Orient, aussi des citoyens belges. Et M. Guy Quaden, gouverneur de la Banque nationale, n'a-t-il pas été invité d'honneur de l'État du Bahreïn lors du Congrès international des institutions financières islamiques en 2007? Alors je conclus par dire, mais qu'en est-il du politique? Alors qu'en ce contexte de crise, le Vatican et le FMI, d'une extrême à l'autre, parlent de la finance islamique, ainsi que l'exemple de l'Angleterre et de la France que nous venons de citer, on s'étonnera donc qu'aucun parti politique de notre pays n'en fasse au moins une petite allusion dans son programme. Alors, M. Didier Reynders, je m'adressais à lui, mais comme il n'est pas là, je vais quand même reprendre ses propos. En tant que ministre des Finances, il y a déjà quelques ans, en 2005, outre l'encouragement de l'investissement des pays du Golfe en Belgique, disait, et je le cite, « Je sais qu'il y a des craintes de la part des musulmans à traiter avec un système utilisant les intérêts. Je suis pour l'ouverture de la Belgique sur une solution pouvant satisfaire les musulmans. Il s'agit de le faire assez rapidement, pas dans des mois, dans les semaines à venir. Donc j'ai donné des instructions pour aboutir à une telle solution. Dans les semaines à venir, il y a des banques belges prêtes à travailler avec le système bancaire islamique, avec ce qu'il comporte comme avantage pour l'ensemble des citoyens en conformité avec le droit musulman. » Et d'ajouter également qu'il attendait des propositions pour une banque islamique, pour l'établissement d'une banque islamique en Belgique. Alors, M. Reynders n'est pas là pour pouvoir l'interpeller, mais on voulait lui demander que ces positions audacieuses à l'époque, est-ce qu'elles étaient confirmées aujourd'hui? Alors, pour lancer le débat, je dirais que bien sûr qu'on n'est pas là ici pour discuter des détails, des mesures à prendre, mais simplement pour dire que cela nécessiterait un groupe de travail. Mais je citerai simplement 2 mesures qui ont déjà été prises dans des pays voisins et qui pourraient aider à enclencher le processus. C'est celui, d'une part, de la suppression du double droit d'enregistrement sur les opérations d'acquisition immobilière, puisque les transactions musulmanes nécessitent un achat et une vente. Et deuxièmement, la déductibilité des profits dits musulmans qui doivent être mis au même pied que les intérêts dans le chef du particulier, en tout cas en tant que bénéfice fiscal. 2 petites mesures qui ont déjà été prises dans d'autres pays et qui, je pense, permettront de lancer assez positivement la finance islamique en Belgique. Voilà, le débat est lancé et je vous remercie pour votre attention. On aimerait bien savoir donc quel est le point de vue de la part de chaque parti par rapport à la finance islamique. Est-ce que vous y voyez un enjeu,
une opportunité? Est-ce qu'un groupe de travail composé d'experts chargés, comme en Angleterre et en France, d'avancer sur le projet et de pouvoir concrétiser certaines démarches est faisable? Voilà, c'est une bonne question. Comme vous le savez, on a décidé, et c'était une proposition qui me semblait vraiment indispensable, au moment de l'accord de gouvernement, de lancer des assises de l'interculturalité pour aller beaucoup plus loin dans une série de débats qui n'avaient pas été vraiment aboutis lors de la première mouture des discussions. Dans ce cadre-là, et c'est pour ça que je trouve que le premier point a un lien très étroit avec le deuxième point dont on va débattre. Dans ce cadre-là, c'est vrai qu'il y a la volonté de s'inscrire dans tout le débat sur la logique, la définition, le contenu des accommodements raisonnables. Si on veut réussir l'interculturalité, il est clair qu'il y a des socles de valeurs communes, mais qu'il y a le respect de la diversité, des différences et autres de personnes d'origine ou de convictions différentes. Comment aménager cela? Et je pense que ce débat-là s'inscrit immanquablement dans le cadre aussi des accommodements raisonnables, puisqu'on est dans une logique mondiale, internationale, dans certains systèmes financiers qu'il faut par ailleurs largement améliorer, parce qu'au-delà de ce débat-ci, il y a tout un débat aussi sur l'encadrement et l'amélioration d'un système pour qu'il devienne aussi beaucoup plus humanisé, beaucoup plus solidaire. Mais ça, c'est sans doute un autre débat, mais je crois que ceci, finance islamique ou pas finance islamique, ce sera quand même des thématiques générales par ailleurs. Et dans ce cadre-là, et dans le cadre en tout cas de tous les thèmes que l'on veut aborder sous le label accommodement raisonnable, il y a évidemment cette thématique-là qui est prévue dans la note. Donc le lancement des assises est prévu pour le début du mois de septembre. Ça va durer plusieurs mois. Enfin, on expliquera ça à un autre moment. Et donc l'idée est de pouvoir analyser cette thématique-là, de voir un peu quel peut être le consensus. Je vais expliquer quelle est la position de mon parti, et de voir surtout aussi techniquement tous les montages juridiques et les adaptations éventuelles fiscales, mais aussi en termes de conception juridique sur la propriété, sur les deux éléments que vous avez cités, notamment double taxation, déductibilité et autres. Et donc ce débat-là va avoir lieu de manière officielle dans le cadre évidemment des assises de l'interculturalité. Ce qu'il en sortira, je n'en sais rien, on verra bien, étant donné que ça rassemblera des experts et ce seront des débats évidemment généraux, décentralisés et immanquablement mixés. En ce qui concerne maintenant le CDA, je pense que c'est évidemment, nous, un débat que l'on met dans le cadre des accommodements raisonnables qui nous semble être une logique vraiment à développer au niveau belge. Et nous n'avons évidemment, sur le principe, aucun problème à imaginer une adaptation des législations ponctuelles ou structurelles à voir pour rencontrer la problématique, comme ça s'est fait en Angleterre, comme ça s'est fait tout récemment d'ailleurs en France dans le cadre de ce débat au Sénat et des positions qu'a pris la ministre de l'économie. Et donc il faudra fondamentalement dans ce cadre-là ne pas être non plus totalement angélique, entre guillemets, mais s'assurer en tout cas que l'on trouve un système qui correspond évidemment aux attentes de la communauté, mais qui soit suffisamment rigoureux en termes juridiques et aussi en termes d'encadrement pour éviter aussi un moment quelques dérapages que l'on peut connaître dans tout système financier, hein, qu'il soit d'un côté ou de l'autre. Et donc je crois qu'il y a en tout cas une vigilance qu'il faudra avoir exactement comme nous voulons totalement réformer le système, en tout cas financier et bancaire, une série de résolutions en la matière pour le rendre beaucoup plus transparent, pour imposer une régulation très forte, assurer de protéger évidemment les personnes les plus faibles en termes d'information, etc., et de s'assurer qu'en termes de produits, entre guillemets, puisque c'est aussi un certain type de produits financiers, on rentre dans des catégories qui sont protégées de la même manière, même si c'est un autre terme, que c'est une autre logique. Je pense qu'il faudra être rigoureux, en tout cas, sur les mêmes aspects. Il faudra aussi, et ça c'est assez compliqué, il faudra aussi au niveau international, on sait bien qu'on a lancé le G20 et autres, et qu'on est en train d'essayer petit à petit, et trop petit que nécessaire, mais enfin néanmoins c'est toujours mieux que rien, de créer une sorte d'embryon un peu au-delà des règles comptables et des règles internationales, en tout cas de renforcement des règles et d'harmonisation un peu des choses au niveau international pour
éviter notamment les choses que l'on a vécues au niveau des États-Unis avec des règles en matière d'octroi de crédit qui sont différentes. Et donc on va vers une harmonisation très très forte quand même, et sans doute nécessaire. Donc il faudra aussi voir comment, à un moment, transformer le même type de règles en l'adaptant à des produits un peu financiers d'un autre ordre. Donc pour finir, dans mes 7 minutes, sauf si je les ai dépassées, je n'en sais rien, on est évidemment ouvert. Il faut discuter, en tout cas, de l'ensemble de ces règles au niveau juridique et fiscal, mais aussi des mesures de protection et de la manière d'harmoniser les choses et de ne pas échapper, en tout cas, cette harmonisation au niveau, en tout cas, de la vigilance. Mais le débat est tout à fait prêt à être porté. Il nous faudra quelques petits apports techniques, parce que j'ai lu toute la liste des produits et leurs traductions et autres, mais ça nous demandera quand même d'avoir quelques techniciens pour le débat. Si je comprends bien, donc, le groupe de travail, c'est une éventualité tout à fait possible. C'est en cours, en fait. Ah oui, mais donc, en fait, nous, on finalise les dernières choses, les derniers invités pour le lancement et autres. Donc, il y aura évidemment toute une série de thèmes qui sont prévus, mais qui peuvent être ouverts à d'autres thèmes. Voilà, il y a un groupe de pilotage qui va être désigné. Et donc, tout est ouvert. Il y a peut-être des boîtes qui vont être fermées, d'autres qui seront ouvertes. Donc, nous, voilà, on laisse le champ. Il y a la notion d'accommodement raisonnable, jusqu'où pas, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas, voilà. C'est tous les grands débats. Mais celui-là sera dedans, comme d'autres débats qu'on aura sans doute tout à l'heure également. Vous avez dans votre petit document, et vous avez bien fait, essayer de compiler les programmes des uns et des autres, et vous aurez constaté, pas de langue de bois, que d'ailleurs pour aucun de nos partis, il n'y a dans notre programme des points précis concernant la finance islamique. Et pourtant, comme on l'a très bien expliqué, la crise financière et tout le travail qui a été fait au Parlement fédéral, en l'occurrence, sur tout ce qu'on devrait faire en termes de séparation des métiers bancaires, toutes les questions, justement, comme on l'expliquait très bien, d'adosser une activité financière à une activité réelle, à quelque chose qui est économiquement tangible. Toutes ces questions-là, toutes ces recommandations-là sont évidemment une part des recommandations qui ressortent de tout ce qui a été étudié comme conséquence de la crise financière et bancaire et qui devrait donner lieu d'ailleurs à des réponses et des adaptations à la fois au niveau belge mais aussi évidemment au niveau européen. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, donc pas de langue de bois, moi je ne suis pas une spécialiste de la finance islamique, je découvre les choses, je suis assez intéressée de voir à quel point en effet cette finance qui préexistait, qu'on développe un peu plus dans des pays voisins, a en effet le grand mérite, et d'ailleurs c'est pas pour rien que, enfin j'étais récemment au Maroc, on voit à quel point certains pays ont été beaucoup moins touchés par la crise financière et bancaire. Il est plus facile d'avoir du crédit dans certains pays aujourd'hui que dans d'autres, au nom du fait qu'on n'a pas couru les mêmes risques que ceux qui ont été courus, je dirais, dans une finance plus traditionnelle. Donc je pense que le débat tombe très bien, tombe au bon moment. Moi, je suis tout à fait ouverte à un groupe de travail. J'entends bien les deux recommandations ou demandes qui nous sont faites sur à la fois la déduction fiscale et sur l'aspect lié au droit d'enregistrement qui risque d'être double et qui pourrait poser problème. Je pense que ça doit être étudié. Je pense aussi d'ailleurs que peut-être que si on parvenait en Belgique au terme d'un groupe de travail à réfléchir à ce qu'on peut mettre en place, peut-être même, ça a été dit, que d'autres banques se prêteraient au jeu aussi. Je veux dire, à la fois on peut développer une banque spécialisée, mais dans la mesure où il y a aussi, et je pense, je l'espère d'ailleurs, de plus en plus une clientèle, qu'elle soit plutôt de confession, de religion musulmane ou pas, mais intéressée à avoir une certaine éthique dans la finance, parce qu'au fond, ce qui a explosé à notre visage à tous, c'est évidemment la non-éthique dans la finance, c'est-à-dire une finance qui avait uniquement pour but de faire de la rentabilité de court terme sur rien, sur de la spéculation, sur un clic d'ordinateur, sur des choses qui sont quand même que parfois certains ont découvert, y compris des petits épargnants qui avaient gentiment mis leur argent dans une banque et qui n'avaient pas cru qu'il adviendrait ce qu'il est advenu de leur argent. Donc je pense que ce débat tombe assez bien. À la fois, il correspond à des attentes ou des demandes de la communauté musulmane, et en même temps, je pense qu'il correspond aussi à des attentes ou à des demandes d'une partie du public qui n'est pas nécessairement de confession musulmane, mais qui a envie d'une finance plus éthique. Et permettez-moi une comparaison qui est peut-être un petit peu audacieuse, et je ne veux pas comparer la religion avec d'autres, ou des préceptes ou un cadre religieux avec d'autres cadres, mais je vois certaines banques, par exemple, qui se sont développées il y a une dizaine d'années d'ici.
Il y en a une, je vais la citer quand même, hein, Triodos. Bon, Triodos s'est développé il y a une dizaine d'années d'ici avec une philosophie assez différente des banques traditionnelles en disant nous voulons mettre des moyens et l'argent que les gens déposent chez nous, on s'en sert pour l'investir dans du développement durable, dans des projets qui touchent, que ce soit sur le terrain social, sur le terrain économique, sur le terrain écologique, à des projets de développement durable. Et au départ, on a beaucoup rigolé de cette banque en disant c'est des sectaires, c'est des fous, c'est des espèces d'illuminés hollandais. Cette banque aujourd'hui a fait son chemin, elle est devenue une banque, je dirais, parmi le marché bancaire qui est offert à chacun, et je pense que justement elle a fait aussi sa clientèle, elle est tout à fait à l'abri des problèmes que connaissent d'autres banques, elle a fait sa clientèle parce que justement, chez pas mal de gens, il y avait un souci de permettre que l'argent qu'on demande à la banque et celui qu'on y dépose puisse servir à des projets positifs. Donc Madame Durand, en fait, ce sont les gens qui ont cru à cette banque. Absolument. Est-ce que votre parti croit à la finance islamique? Est-ce que ce groupe de travail est quelque chose qui est envisagé? Absolument. Et donc moi, je suis tout à fait ouverte et demandeuse que sur les critères précis qui ont été évoqués et qui, justement, l'adossement à un projet réel, l'économie réelle, le refus de la spéculation, etc., que ce soit des choses qui puissent être discutées avec les modalités législatives et autres qui devraient être mises en place et qui pourraient amener non seulement peut-être à terme à créer une institution de cette nature, soutenue par une communauté importante, mais aussi peut-être par d'autres gens qui ne sont pas de la communauté, mais qui y voient, je dirais, une éthique qui leur plaît, indépendamment de leur croyance religieuse, si je peux dire. Et par ailleurs, je le vois bien, pour reprendre ma comparaison avec Triodos, et je termine, là aussi, on a développé maintenant, d'ailleurs souvent avec beaucoup d'arnaques, passez-moi l'expression, mais dans les banques, des produits éthiques. Dans les produits éthiques, quand vous allez voir, dans les produits éthiques qu'on vous propose, il y a aussi des choses qui ne sont pas très éthiques. Mais enfin, on vous fait un paquet parce que ça correspond à une demande. Autrement dit, je pense qu'il faut aller plus loin dans le sens d'un groupe de travail et que cette demande, sur ces critères, puisse être étudiée indépendamment de ceux qui veulent faire de l'argent avec ça. Mais finalement, pourquoi pas? Si on veut attirer des investisseurs ici, quand on voit le Premier ministre qui va faire le tour des États-Unis pour aller chercher des investisseurs américains et qu'on est prêt à faire l'adaptation de mesures du ruling, des intérêts notionnels et je ne sais pas tout quoi pour essayer de faire venir des investisseurs, je trouve qu'il n'est pas anormal non plus d'essayer de rechercher aussi, et quelles que soient les motivations, qu'elles soient de type religieuse, éthique ou autre, ce qui est important, c'est que les règles soient claires et qu'en effet, on puisse rencontrer aussi tous les problèmes que la crise bancaire ont mis en évidence. Je voudrais vous dire alors que dans toutes les définitions qu'on nous a indiquées, je me retrouve assez bien dans ce que vous appelez et que vous caractérisé comme finance islamique, mais comme M. Boulif l'a très bien dit, qui peut intéresser aussi des non-musulmans. Il y a des aspects éthiques qui me paraissent être de leçons particulièrement intéressantes à recevoir aujourd'hui, après tout ce qu'on a vu sur les excès de la finance libérale essentiellement américaine, mais aussi dans d'autres pays, avec en particulier le problème des subprimes. Donc il me paraît que sur le plan éthique, sur le plan moral, il y a une leçon générale. Et qu'à bien des égards, je pense que mon parti et certainement moi-même, si on pouvait insuffler dans l'ensemble, pas uniquement pour un secteur, mais dans l'ensemble des finances, certains des principes qui ont été définis, nous en serions très heureux. Quand j'entends définir, par exemple, qu'on doit être adossé à un actif, je trouve que c'est plus qu'une formule, c'est quelque chose d'extrêmement séduisant, parce que ça romprait cette espèce de paradoxe incroyable. On nous parle d'économie réelle et d'économie virtuelle. Ça rejoint au moins tout dans l'économie réelle. Donc je suis assez séduit par ce genre de choses. Groupe de travail, bien sûr, il n'y a aucune objection. Je dirais simplement que la seule chose qu'il faut éviter, nous avons toujours voulu et nous voulons, ça c'est clair, que le droit soit le même pour tous. Donc le droit qui émane de l'État doit être égalitaire. Et donc ce que vous avez expliqué et ce que Mme Durand a très opportunément repris, qui touche le droit d'enregistrement et la déductibilité des profits, ce qu'il faudrait introduire dans la loi, c'est une règle qui évite ce que je vais appeler la double imposition, que nous avons déjà dans d'autres secteurs, puisqu'on évite la double imposition entre les pays. Il y a des accords entre les pays pour éviter la double imposition. Et donc, sous une forme qui serait valable pour tous et pour toutes,
Je crois que ce sont des règles qui seraient intéressantes d'introduire. Bien sûr, ce n'est pas moi qui vais en décider comme ça, donc l'idée d'un groupe de travail pour l'étudier me paraît tout à fait intéressante, mais je crois que c'est un bon exemple à suivre. Voilà, donc beaucoup de leçons à recevoir, beaucoup de choses qui permettent de s'adapter intelligemment, mais en ayant un principe sur lequel, ça je me permets d'insister, c'est que le droit général doit rester le même pour tous les citoyens belges. Donc, si je comprends bien, tant qu'il y a équivalence, on va dire, pour tout le monde, vous êtes prêt à travailler dans ce sens? Je trouve que quand vous nous démontrez que parce que vous avez une technique qui finalement me semble plus correcte, vous allez payer 2 fois l'impôt, qu'il est logique de dire, dans ces cas-là, on ne le paye qu'une fois et d'adopter une formule juridique, mais qui serait, si vous voulez, valable pour tout le monde, bien sûr. On ne va pas mettre « c'est valable uniquement pour ceux qui pratiquent le droit islamique », c'est valable pour tout le monde. Mais sur ce plan-là, je trouve que la démonstration qui nous a été faite est tout à fait convaincante. Nous avons assisté ce soir à un débat au sein de la BPM avec des politiciens. Qu'est-ce que vous en avez retiré? Globalement, je crois qu'il y a beaucoup de choses que les politiques ne savent pas. Et ça, c'est un petit peu dommage quand on vient pour parler à la communauté musulmane et quand on ne connaît pas réellement les enjeux. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est la volonté politique. On a bien vu sur l'histoire du collectif neutralité.be que techniquement, juridiquement, la solution existe, mais on se dit, tiens, politiquement, est-ce qu'on peut le faire ou pas? Et donc on attend un petit peu comment ça va se passer sur les 2 sujets que j'ai abordés, à savoir les accommodements raisonnables et les statistiques qui mesurent la nature et l'ampleur des discriminations. Il faut voir bien constater que les réponses qui ont été données ne sont pas à hauteur des attentes qui ont été exprimées aussi. Moi-même en tant qu'administrateur du MRAX, et je pense des membres de l'Association belge des professionnels musulmans. Que faudrait-il vraiment faire pour faire changer les choses? Je pense qu'il y a des élections et que c'est les élections où on choisit quel signal envoyer aux partis politiques. Et je pense qu'il y a naturellement, il y a des gens qui travaillent aussi dans les partis politiques. Il y a des élus qui essayent de faire un travail de lobbying. Ils ne sont pas forcément toujours récompensés. Je pense par exemple à Moustapha El-Karouni, qui s'est vu proposer seulement la 21e place au sein du parti NR pour les élections, étant lui-même député sortant. C'est vrai que ce n'est pas forcément une place qui correspond à la qualité du travail qu'il a effectué. Il y a d'autres mandataires politiques qui essayent de faire un travail au sein des partis. Ça, c'est des choses qu'il faut faire. Et puis, il y a les membres de la société civile, que ce soit des membres d'associations communautaires comme l'Association belge des professionnels musulmans, ou comme le MRAX, le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, qui doivent être vigilants et moteurs sur la prise des décisions politiques. Je crois que la question de la finance qu'on appelle islamique se développe et que notamment en France et en Angleterre, la question est actuellement ouvertement débattue au plus haut niveau. Et la crise financière a montré que les systèmes de finances alternatifs, que ce soit islamiques ou bien écologistes ou autres, doivent être étudiés sérieusement, mais sans passion et de manière raisonnable. Vous avez fourni un excellent travail au sein de votre parti. Qu'est-ce que vous avez à dire à cela, puisque vous n'avez pas été nommé dans les listes? Un excellent travail, je vous remercie pour le qualificatif, je ne vais pas moi-même m'auto-congratuler. Je crois qu'effectivement j'ai fait un travail très important, qui est salué je crois par les observateurs. On m'a proposé d'être sur la 21e place sur la liste MR, j'ai refusé à plusieurs reprises, car j'estime que cette place ne correspond pas au bilan qui est le mien, et ne correspond pas finalement aux nécessités de la région bruxelloise. Donc le premier belgo-marocain, même si je ne me définis pas politiquement comme ça, à la 21e place, j'estime que ce n'était pas un geste suffisamment positif. Donc j'ai voulu poser un geste qui est clair, précis. Je n'accepte pas la place 21e. Je la trouve manifestement insuffisante, pas pour moi, en tant que personne, mais pour la diversité, pour l'ouverture. Donc je préfère m'abstenir de ne pas me présenter aux élections. Quelle est la continuité de votre travail maintenant? Je continuerai à travailler parce que moi je ne suis pas en politique pour avoir un mandat et avoir l'argent qui va avec ou les avantages. Je suis en politique pour le changement parce que je suis un démocrate profond et que je veux que la situation s'améliore dans la société. Voilà, donc je continuerai à travailler. Donc ceux qui m'ont soutenu, je les remercie. Ceux qui me soutiennent, je les remercie. J'ai reçu beaucoup de messages de sympathie, d'encouragement. Je remercie vraiment tout le monde, mais je dois dire clairement que je vais continuer. Je ne sais pas comment, je ne sais pas où, mais le travail pour le changement va continuer
de manière certaine, Inch'Allah, et je tiendrai au courant tous ceux qui m'ont soutenu de mes actions futures. Donc je reviendrai. Que pensez-vous de l'initiative de l'ABPM, donc l'Association belge des professionnels musulmans? En général, je pense que c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a des cadres issus de la communauté musulmane qui s'inscrivent dans la société belge, qui s'intègrent à la société belge, qui en respectent les règles du jeu, qui en respectent les lois et qui en même temps assument leur identité, leur spécificité dans le respect des autres et qui montrent surtout qu'on peut réussir socialement, même si on est issu de la communauté musulmane, qu'on peut être cadre, qu'on peut être profession libérale, ingénieur, commerçant, indépendant, et qui encourage l'esprit d'entreprendre. Au Parlement, j'ai beaucoup défendu l'idée que s'il y a autant de chômage, il y a plusieurs raisons évidemment. Il y a la discrimination, mais il y a surtout, il faut développer l'esprit d'entreprendre, que les jeunes apprennent à se prendre en main. Je crois que la BPM contribue à cet état d'esprit.